quand j'ai pu générer plus de 400 000 € de CA depuis le début de mon activité. Et soit je faisais des coachings, soit je vendais des produits digitaux. Et ça n'a pas marché. C'est l'un des facteurs qui explique pourquoi j'ai réussi, c'est que j'avais... Hola hola et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast où je vais vous expliquer comment j'ai pu générer plus de 400 000 € de CA depuis le début de mon activité. Mais avant, j'aimerais te rappeler que j'organise un challenge 100% gratuit du 5 au 7 mars où pendant 3 jours, je vais être en live avec toi pour te donner mes meilleurs conseils. Tu auras accès à du contenu exclusif, des bonus et en plus tu ne seras pas seul. Donc je t'invite vraiment à cliquer sur le lien en description. J'ai dépassé les 400 000 € de chiffre d'affaires généré et je me suis dit que c'était le moment enfin de vous dire comment j'ai fait. Et donc, je vais vous ouvrir les coulisses de ce succès. Parce que derrière ce chiffre, il y a du succès, mais aussi des erreurs et des remises en question. Et surtout, des apprentissages précieux. La première étape qui, selon moi, m'a aidé à aller atteindre ce chiffre d'affaires, que je m'étais pas du tout fixé d'ailleurs, c'était la vision. Quand je parle de vision, c'était vraiment que je savais exactement où je voulais aller dès que je me suis lancée. Quand je me suis lancée, beaucoup de personnes étaient aussi dans l'entrepreneuriat, mais par contre, ils faisaient d'autres méthodes. Ils avaient d'autres prix, d'autres offres. Moi, je me suis lancée à l'époque où les produits digitaux n'étaient pas aussi communs qu'aujourd'hui, et j'ai tout de suite su que je voulais pas vendre mon temps. Et comme je savais tout de suite que je voulais pas vendre mon temps, j'avais pas 3000 choix. Parce que c'était soit je faisais des coachings, soit je vendais des produits digitaux. Donc je me suis lancée dans la vente de produits digitaux assez rapidement, plus de 6 mois après. J'aurais pu le faire avant, mais j'étais un peu paralysée par mes doutes et par mes peurs. Et puis je voulais aussi commencer à avoir une communauté avant quoi que ce soit. Mais selon moi, c'est l'un des facteurs qui explique pourquoi j'ai réussi, c'est que j'avais la vision claire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avoir une vision claire, ça permet de faire les bonnes actions dès le début. Si dès le début je ne savais pas trop, ou si par exemple je m'étais pas posé la question, j'aurais peut-être commencé comme tout le monde par des coachings, par du CM, par avoir des missions avec Malte, etc. Mais comme ça n'a pas été le cas, j'ai pu faire tout de suite les bonnes actions. Et même si j'ai pas gagné de l'argent au début, aujourd'hui je suis contente de l'avoir fait. Et souvent, là je vous dis pas qu'il faut faire ce que j'ai fait, mais il faut que vous fassiez des actions qui vont vous aider à atteindre la vision que vous avez. Si vous, votre vision, c'est pas forcément d'avoir un gros CA et que 2-3 clients en CM à 1000 €, ça vous suffit, donc ça vous fait quand même déjà 3000 €, ce qui est pas mal, gardez votre vision. Ce qui est important, quoi qu'il arrive, ça va être de ne pas se comparer aux autres, de ne pas faire comme les autres, parce que pour eux, ça marche comme ça. Chacun a sa vision. Comme je le dis tout le temps, vous connaissez pas la vie des autres. Vous connaissez pas leur stratégie. Vous connaissez pas aussi leur background. Ça se trouve, il y a des gens, ils vont faire plein de choses, ils vont investir dans plein de choses, mais peut-être que eux, ils ont une sécurité que papa et maman leur offrent. Peut-être qu'ils ont un bel héritage. Peut-être qu'ils ont pas peur de finir à la rue, qu'ils ont moins de risques. Et vous, c'est peut-être pas le cas et c'est ok. Mais c'est important de pas faire comme les autres parce que vous savez pas leur vision. Vous connaissez pas leur objectif. C'est pas parce que quelqu'un se met à faire du high ticket et que ça marche pour elle que faut que vous le fassiez. Vous savez pas si elle est seule, si elle est en équipe, si elle a énormément d'argent à investir. Tout ça, vous n'avez pas moyen de le savoir. La deuxième chose que j'ai faite, c'est d'être alignée à mes produits et à mes prix. Parce que vous pouvez pas vendre quelque chose que vous n'appréciez pas. Vous pouvez pas vendre quelque chose avec lequel vous n'êtes pas aligné. Et ça, c'est vraiment quelque chose à savoir dès maintenant. Si vous n'êtes pas aligné pour vendre des produits à 4000 €, ne cherchez pas à le faire parce que ça marche chez les autres. Si vous n'êtes pas aligné à baisser les prix et à vendre des choses dans les 100 €, ne le faites pas. Si vous n'êtes pas aligné dans le fait de vendre des e-books parce que vous trouvez, selon vous, encore une fois, c'est des pensées limitantes, que ça apporte pas de valeur, ne le faites pas. Si vous voulez pas faire de formation parce que vous n'aimez pas ça ou parce que vous trouvez que c'est pas utile, ne le faites pas. Ce qui est important, c'est de faire des choses qui soient alignées avec vous, mais qui répondent aussi à votre vision. En général, si c'est aligné avec vous, ça répond d'une certaine manière à votre vision. Mais c'est important d'être OK avec ce que l'on vend, d'être OK avec le prix, parce que ça se ressentira, parce que si vous n'êtes pas OK, vous n'allez pas vouloir en parler. Quand on va demander en appel découverte ou par DM combien ça coûte, vous allez bégayer, vous n'allez même pas savoir le vendre, vous n'allez pas avoir une énergie positive. Et surtout, si vous n'êtes même pas satisfait ou que vous doutez parce que, en fait, finalement, c'est quelqu'un qui vous a conseillé ou c'est votre coach, je ne sais quoi, qui vous a obligé à le faire, ça ne marchera pas. Troisième conseil, c'est d'offrir des produits de qualité, car il est plus facile de fidéliser un client que de trouver un nouveau client. Ça, c'est quelque chose qui est super important, peu importe dans le secteur dans lequel vous êtes, peu importe ce que vous vendez. Si vous avez trouvé un client, si une personne, peu importe le prix d'ailleurs que vous avez, si une personne vous a fait confiance et vous a donné de son argent pour recevoir quelque chose en retour, cette personne-là a déjà passé un grand cap. Et à partir de là, si cette personne est satisfaite de ce que vous proposez, elle va forcément revenir d'une certaine manière et parler de vous à son entourage. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé d'avoir un mauvais avis client ou d'avoir une mauvaise expérience. Et quand on a une mauvaise expérience, que ça soit au restaurant, ça peut être aussi le fait que le restaurant il est peut-être bon, mais le serveur il est désagréable, etc. Ça nous donne pas envie de revenir parce que forcément, on paye un service, on estime et on a le droit d'être bien traité, que les gens soient polis, qu'ils nous parlent bien, qu'on soit bien accueillis, etc. Mais si vous allez dans un restaurant ou même dans une salle de sport ou peu importe, que les gens sont désagréables,
etc., bah déjà, vous êtes plus à même à laisser peut-être un mauvais avis. Et en plus, vous n'allez pas forcément revenir, vous allez chercher un autre endroit où vous êtes mieux traité. Si vous pensez comme ça, c'est pareil pour vos clients. Donc, si vous avez des prestations, vous n'avez peut-être pas de contact direct, mais c'est important de soigner à chaque fois les relations. Si on vous pose des questions, même si parfois, et je le sais, il y a des clients qui vont poser des questions dont les réponses sont écrites sur le site internet ou ont déjà été dites, il faut prendre sur soi, il faut avoir la patience de leur répondre tranquillement et d'essayer de trouver la meilleure solution selon leurs problématiques, etc. Mais voilà, je ne suis pas partisane du fait que le client est roi, mais néanmoins, il faut le satisfaire d'une certaine manière. Et toute critique, à mon sens, est bonne à prendre. Et il faut que vous donniez toutes les chances de votre côté, tout simplement pour que le client revienne et parle de vous. Parce que si un client est satisfait, il va vous recommander à d'autres personnes. Et en général, les personnes sont plus sensibles d'écouter des proches. C'est-à-dire, si vous cherchez un restaurant, vous allez demander peut-être à des amis, et si vous faites confiance à cet ami-là, et ben vous allez aller les yeux fermés dans ce restaurant-là. Par contre, vous allez peut-être avoir un peu plus de mal, si vous regardez sur Internet les avis Google, à faire confiance à Emric, qui a laissé un avis il y a 3 mois, parce que vous le connaissez pas, ça se trouve, il a été payé, ça se trouve, il n'a pas les mêmes goûts que vous, etc. Donc, c'est difficile. Donc, dites-vous que une personne qui vous recommande, c'est déjà peut-être 5 clients en plus de gagner, et encore une fois, les gens ont plus confiance en leurs proches lorsqu'il s'agit de conseils. Le 4e conseil, c'est d'avoir un contenu régulier. Je parle bien évidemment de mon expérience. Comme moi, je vends des produits digitaux, je me dois d'être régulière sur Instagram. Si je faisais du CM et que toutes mes missions étaient en externe avec Malte, qui est une plateforme pour mettre en relation des freelances, j'aurais pas forcément besoin d'être présente sur Instagram. Mais là, comme je vends des produits digitaux, ma cible est sur Instagram, ma clientèle est sur Instagram. Donc j'ai le devoir et j'ai le choix et j'assume le fait d'être présente sur Instagram, de poster régulièrement. Régulièrement, je sais que ça veut tout et rien dire. J'estime qu'on est régulier à partir de 3-4 posts par semaine et qu'on tient plus de 6 mois avec ce rythme-là. Quand je parle de contenu, je parle aussi au niveau des stories. Mon objectif, c'est de me rendre visible. Mon objectif, c'est de créer un lien avec ma communauté. Et mon objectif, c'est de vendre. Je peux pas arriver chez les gens, toc, 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 j'ai un produit à vous vendre, achetez chez moi. Ça marche pas comme ça, les choses. Il faut vraiment que vous pensiez comment vous achetez chez les gens. Est-ce que vous allez acheter chez un compte qui a 3 posts que vous connaissez pas? Son dernier post, il date de 2022. Il n'est jamais présent en story. Et du jour au lendemain, il vous dit « Salut, achète mon e-book à 27 €. Même si c'est 27 €, est-ce que vous allez l'acheter? Bah non, parce que vous allez dire, mais de où tu sors? De qui tu es? On ne te connaît pas, je savais même pas que je te suivais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important d'être régulier. Parce que aussi, les gens, ils achètent pas parce que ton prix est moins cher ou ton prix est plus cher. Ils achètent pas parce qu'il y a Bernard Arnault qui investit chez toi. Ils achètent aussi pour ta marque et pour toi. Donc, si tu as une marque personnelle, c'est-à-dire que tu décides de ne pas te montrer sur les réseaux sociaux et en tant que fondateur, tu ne souhaites pas te mettre en avant, et ben les gens vont s'attacher du coup aux valeurs de ton entreprise. Quelles sont les valeurs que tu as? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu peux te démarquer? Si tu as du personal branding, les gens vont s'attacher à toi, c'est-à-dire qui tu es, ce que tu fais, qui tu es au quotidien, hormis le côté business. Qu'est-ce que tu aimes? Quelles sont tes valeurs? Est-ce qu'on a des affinités avec toi? Parce qu'au final, sur un plan de comparaison, on vend tous la même chose. Personne n'invente l'eau chaude, comme on le dit. Donc, à moins que tu sois dans l'innovation, et par exemple, comme a pu l'être Tinder à l'époque, qui a été le premier à créer une application de rencontre, à moins que tu sois dans de l'innovation, tu as des concurrents. C'est clair et net. Si tu as des concurrents, vous faites à peu près la même chose dans le fond. C'est-à-dire vendre des vêtements de sport, par exemple. Ça, il y a plein de marques qui vendent des vêtements de sport et à tout type. C'est-à-dire des vêtements qui sont bon marché, d'autres qui sont un peu plus haut de gamme. Quoi qu'il arrive, tu auras des concurrents qui auront le même positionnement que toi. Ils auront peut-être pas du tout le même branding. Et c'est là où tu vas te différencier. C'est dans les valeurs que tu vas transmettre. Parce que l'objet, au final, à comparaison égale, c'est-à-dire on estime que c'est le même matériau et un legging tout noir, ils sont pareils. Donc au final, tu te dis, mais pourquoi acheter chez l'un ou chez l'autre? Ce qui va faire qu'on va acheter chez toi, c'est ta personnalité. C'est vraiment l'ADN de ta marque. Pourquoi est-ce que, par exemple, des gens iraient acheter du Chanel plutôt que du Yves Saint Laurent? Les deux marques ont des figures emblématiques, donc Yves Saint Laurent et Coco Chanel. Parce que y a des personnes qui vont être plus sensibles peut-être à l'histoire de Coco Chanel, à son parcours, le fait que ça soit une femme qui a réussi en partant de zéro, et d'autres qui vont être plus sensibles à l'art, à l'élégance d'Yves Saint Laurent, et pareil à son parcours. Au final, les objets ne sont pas forcément comparables, mais ça reste quand même des pièces de luxe, des pièces haut de gamme. Un manteau, ça reste un manteau. On a bien évidemment le design à prendre en compte, mais là, vraiment, en comparaison égale, si ce n'est le logo qui change, ce qui va vraiment faire passer les gens chez l'un ou chez l'autre, c'est encore une fois l'affinité et le sentiment d'identification qu'il aura plus chez l'un que chez l'autre. Un autre conseil qui m'a permis d'aller jusqu'à là, c'est le fait de teaser. Teaser. Je ne sais pas si vous regardez mes vidéos, j'en parle énormément, c'est méga important.
encore une fois, on peut pas rêver et dire aux gens « Salut, je débarque, achète mon produit ». Il faut pouvoir teaser. Le teasing, outre le fait de vendre, ça va te permettre de savoir déjà si tu vas dans la bonne direction. Parce que les gens, ils vont te faire des retours. Ils vont te dire « Ah mais c'est super, j'attends depuis très longtemps ton offre » ou « Ah ouais, j'ai jamais vu ça, moi ça m'intéresserait grave, etc. » Ça va te permettre d'avoir du feedback. Et ça, c'est méga important. Ensuite, le teasing, ça va te permettre aussi d'être dans de la co-création. Parce que si tu fais ton entreprise en même temps avec ta communauté, tu vas pouvoir vraiment les amener avec toi dans les coulisses. C'est-à-dire, par exemple, je veux lancer ma marque e-commerce de vêtements. Qu'est-ce que vous pensez du nom de marque? Voici le branding, voici les premiers prototypes, on en pense quoi? À votre avis, est-ce que c'est mieux si je fais du Made in France ou du Made in Europe? Toutes ces choses-là vont te permettre de co-construire. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les gens, quand ils se sentent faire partie du projet et que du coup, ils se sentent importants, ils vont être plus à même de suivre ce projet déjà et d'acheter ensuite par la suite parce qu'ils vont dire « j'ai vu l'évolution ». Et quand on voit l'évolution de quelque chose, on est tellement content de voir la fin et le résultat qu'on se dit « waouh, c'est super, j'ai pu participer à ce projet d'une certaine manière ». C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui se lancent qui vont pas hésiter à faire des campagnes Ulule dans laquelle ils vont demander de l'argent pour les aider à créer leur projet, etc. Et ils vont proposer en échange soit d'avoir l'objet gratuitement quand il sortira, soit d'avoir une lettre de remerciement ou soit même de mettre leur nom dans le projet en question. Et ça, du coup, psychologiquement, tout le monde est sensible à ça. Quand on nous donne de l'importance, quand on nous donne la parole et qu'on écoute notre avis, peu importe qui on est, on se sent important d'une certaine manière. Et ça te fait du bien. Donc, n'hésite pas à utiliser ta communauté, premièrement, parce que ça va t'apporter des feedbacks, et deuxièmement, pour co-construire quelque chose. Le teasing, c'est vraiment l'une des armes les plus puissantes pour vendre ton produit. Et enfin, un dernier système dont peu de personnes parlent, que j'ai utilisé, c'est la roue vertueuse. Alors, c'est moi qui l'ai nommé comme ça, ne cherchez pas sur Internet. La roue vertueuse, c'est le fait de simplement fidéliser un client. Moi, dans ma stratégie, je parle bien évidemment des produits digitaux, même si c'est adaptable à tout autre secteur, j'ai décidé de créer une stratégie et une roue qui me permettent d'encaisser quasiment tout le temps et de faire en sorte qu'un client, il n'achète pas qu'une fois chez moi, mais il achète 10 fois chez moi. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai créé plusieurs formations. Chaque formation répondait à un besoin. Une pour avoir les bases, une pour avoir une identité visuelle, une pour apprendre à créer du contenu, une pour apprendre à faire des stories, une pour apprendre à gérer Canva, une pour apprendre à vendre et à développer son marketing. Toutes ces formations, elles sont liées. C'est-à-dire que tu ne peux pas apprendre à vendre si déjà tu n'as pas les bonnes bases. Tu ne peux pas apprendre à faire des stories si ton contenu n'attire personne et que personne s'abonne à ton compte. Donc, j'ai fait en sorte que toutes ces formations soient indissociables les unes des autres. Je l'ai fait exprès parce que je voulais que les personnes qui achètent chez moi une fois rachètent chez moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé plusieurs produits qui sont indissociables. Ça ne veut pas dire que tout le monde va acheter tout, parce qu'il y a des gens, ils ont vraiment qu'une problématique à régler, mais la plupart du temps, les gens rachetaient aussi parce que le produit était qualitatif. Ils essayent votre produit une fois, s'ils sont satisfaits, outre le fait qu'ils vont vous recommander et vous laisser un avis, ils vont réacheter chez vous parce qu'ils ont été contents. Ils en ont eu pour leur argent. Ils ont dit « Ok, cet investissement-là, il me plaît, il m'a parlé et j'ai eu des résultats et je trouve que c'est qualitatif et que ça en vaut la peine. » Donc, ils vont racheter jusqu'à ce que vous fassiez encore plein d'autres produits. Et le meilleur dans tout ça, c'est que même si vous arrêtez, par exemple, les produits digitaux, que vous vous lancez dans une autre marque, dans un autre service, ils vous feront confiance parce qu'ils savent que chez vous, c'est qualitatif et que ça leur correspond. Du coup, j'ai créé des produits indissociables, j'ai créé des produits de qualité. Et j'ai aussi fait en sorte de les récompenser si jamais ils me laissaient des avis. En gros, moi, ce que je demandais, c'était bien sûr sans obligation et s'ils le souhaitaient, de me laisser un avis directement sur Trustpilot ou peu importe. Et en échange d'un retour de leur part honnête, bien évidemment, je leur donnais un code promo pour les récompenser, pour les remercier de m'avoir laissé un avis, de m'aider à m'améliorer. Le code promo, il était utilisable à vie. Il n'était utilisable qu'une fois et sur tous les produits actuels et futurs. C'est encore quelque chose que je fais aujourd'hui qui me permet de les récompenser. Parce que moi, du coup, ça me permet d'avoir de la preuve sociale. Et avec la preuve sociale, ça me permet de vendre et de trouver de nouveaux clients. Et c'est pour ça que j'appelle ça le cercle vertueux. Parce que je crée des produits indissociables, je crée des produits de qualité, le client est content, il me donne un avis, l'avis me permet de trouver de nouveaux clients, etc. etc. Ça, c'est vraiment les étapes que j'ai fait pour atteindre ce CA-là. Néanmoins, j'ai quand même fait des erreurs et bien évidemment, je ne suis pas parfaite, donc je vais vous les dire. La première erreur que je regrette, mais maintenant c'est fait, c'est d'avoir eu peur et d'avoir attendu le dernier moment pour vendre. C'est-à-dire que j'aurais pu commencer à vendre, en tout cas à teaser, dès mon 3e mois, mais j'ai vraiment attendu le dernier moment et je me suis un peu cachée derrière la vente. En fait, je n'assumais pas. Et pour tout vous dire, la première fois que j'ai vraiment essayé de vendre quelque chose, c'était un e-book qui n'existe plus, et des templates non plus.
Ils étaient vraiment pas chers entre guillemets à 27 €. Mais tellement j'étais pas alignée, j'ai dû faire 3-4 ventes. Et en plus, l'autre erreur que j'ai faite, et du coup j'en viens à la deuxième erreur, c'est de penser que la pub allait faire des miracles. Parce que du coup, pour ce premier produit digital, comme j'ai pas assumé de parler en stories et de dire que j'avais des choses à vendre, j'ai fait des publicités. Et au final, oui, j'ai eu des ventes, mais j'ai plus perdu d'argent. Et ça, c'est une autre erreur que j'ai pu vivre tout juste l'année dernière encore. J'ai décidé d'investir dans une agence, plus de 6 000 €. Et finalement, j'ai eu des ventes, mais ça m'a pas du tout permis de compenser l'argent que j'ai dépensé dans la publicité. Donc, si tu m'écoutes, sache que la publicité ne fait pas de miracle, que c'est pas parce que tu payes pour avoir de la visibilité que les gens achèteront chez toi. Il faut déjà que ton produit, que ton tunnel de vente soit parfait. Une autre erreur, qui est peut-être pas une erreur pour vous, mais en tout cas qui l'a été pour moi, ou plutôt un regret, c'est le fait d'avoir trop donné. Et je dirais même au final d'avoir un peu sous-évalué mes prix et sous-évalué la valeur de ce que je donnais. Et c'est quelque chose qui me gênait pas au début et qui a commencé à me gêner il y a à peine 6 mois. Parce que j'étais très frustrée et j'ai pas envie d'être dans le cliché, mais c'est vrai qu'en général, des fois, les clients les moins chers, c'est des clients qui ne voient pas la valeur des choses et qui vont être le plus, entre guillemets, relou, si on peut être cash. Du coup, j'ai ressenti une frustration parce que j'estimais que c'était pas juste, par exemple, que des gens pensent que ma formation, peu importe le prix, soit trop cher alors qu'il y avait énormément de valeur et qu'en comparaison, ce sont des formations où, enfin, c'était du jamais vu, quoi. Pour 200 €, t'avais un audit et une formation complète d'Instagram. Du coup, j'ai été frustrée par rapport à ça, mais encore aujourd'hui, c'est difficile pour moi d'en parler parce que c'est très personnel en réalité. Du coup, je sais qu'il y en a qui vont pas forcément être d'accord avec ce que je dis et c'est un ressenti qui est très personnel. Mais néanmoins, c'est mon ressenti, il est vrai. Donc, je vous le dis avec honnêteté. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très personnel qui n'est pas forcément valable pour tout le monde et qui n'est peut-être pas valable pour vous, pour votre secteur, pour votre activité. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai ressenti et qui m'a frustrée. Et enfin, la dernière erreur, c'est de me reposer sur mes acquis. 2024 Be Like, je me suis énormément reposée sur ce que je faisais, sur mes ventes, sur mes formations. Je me suis dit bon bah c'est bon, ça roule, et du coup je n'ai pas fait grand chose si ce n'est créer une nouvelle offre entre guillemets de membership, mais voilà, j'ai testé qu'une nouvelle stratégie pour aller plus loin au niveau du CA et ça a pas marché. Pour moi, c'est un peu comme si j'avais perdu une année, même si au final j'essaye toujours de voir le positif et de me dire que c'est finalement une année d'apprentissage. C'est ça la réalité. Mais c'est vrai que j'étais plutôt frustrée par rapport à ça. Avant de te laisser, j'aimerais te rappeler que j'organise un challenge du 5 au 7 mars, complètement gratuit. C'est la première fois que je fais ça. Les places sont limitées. Pendant 3 jours, on sera en live, toi et moi, et je répondrai à toutes tes questions et interrogations par rapport à ton business. Je te mets le lien en description. Et je terminerai cet épisode par une citation de Billy Wilder qui dit « Faites confiance à votre instinct, il vaut mieux que les erreurs soient les vôtres plutôt que celles de quelqu'un d'autre. »